RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de RCN. Et c'est là, quand je commence, que mes invités sautent sur le volume pour faire moins fort. C'est là qu'ils se rendent compte que le casque était trop fort. Vous aussi, chers auditeurs. Mais vous, j'espère que vous avez monté le son de la radio. Ça y est, on est mercredi, 17h. Vie associative, réussite éducative, tous les mercredis, 17h. Et oui, on est reparti pour 2023. Et là, ce soir, c'est Vie associative. La semaine prochaine aussi, d'ailleurs, il y aura un petit moment où on va enchaîner les vies associatives. Mais on retrouvera dès fin février les réussites éducatives que j'ai l'immense honneur de co-animer avec mon ami DRE de Maxéville, Lac-Champ-Bœuf, David Richard. Aujourd'hui, sommaire, beaucoup de petites informations comme à chaque fois sur le monde associatif. On parlera du Kiwanis, on parlera d'une association que je viens de rencontrer, aux côtés de laquelle nous allons jouer avec l'association des Petites Grandes Âmes. On fera un coucou au Téléthon puisqu'on aura dans 19 minutes et 15 secondes mon ami Michel Adam, le coordinateur de l'AFM Téléthon, qui va nous dire quelques mots. Il voulait absolument comme ça passer à l'antenne. Alors il m'a dit mais tu sais Chamallow, j'ai pas encore les chiffres exacts, etc. Alors bien sûr, nous, ce qui compte, c'est pas tant les chiffres que l'impression, la sensation du coordinateur AFM 54 sur ce beau Téléthon. Et je peux déjà vous dire un petit peu là, comme ça, un petit scoop. À plusieurs reprises, il m'a déjà dit que ça avait été un bon Téléthon. Il était satisfait du Téléthon 2022. Il nous en dira plus tout à l'heure. Il le dira mieux. Mais en tout cas, moi, par rapport à ce qu'il m'a déjà dit, je vous dis merci à toutes et à tous. Je sais que les auditeurs d'RCN se sont investis, vous avez été nombreux à participer au Téléthon 2022 et à plein d'autres actions d'ailleurs, dont on parle régulièrement. Bravo à vous, vous avez un cœur immense. Et tout à l'heure, Michel Adam, comme ça, nous fera un petit tour d'horizon, un petit bilan du Téléthon 2022, puis il reviendra plus tard, bien sûr, ce sera un de nos fils rouges pour nous donner les chiffres exacts, comme ça, du Téléthon. Et puis, vous savez que se prépare déjà le Téléthon 2023, bien sûr, dès qu'un Téléthon est fini, un autre commence, on n'arrête jamais. Et puis, on entendra parler une langue qu'on avait un petit peu fait résonner sur les ondes de RCN, très modestement en 2022, puis bien encore avant, mais on ne le dit pas toujours qu'on fait de la radio depuis longtemps, parce qu'on essaie de ne pas montrer que les années passent. Mais une langue un peu étrange, énigmatique, incarnée dans nos studios souvent par deux compères, deux amis, l'association Espéranto. Bonjour, ça va Liliane, Jean-Luc ? Très bien. Le duo de choc. Oui, bonjour, on est revenu, on a fait une tournée autour du monde et puis on va vous reparler un petit peu d'espéranto parce que la dernière fois il y avait quelques personnes qui n'écoutaient pas Radio RCN. Donc, très peu. Voilà. Quelques-unes. Donc pour elle, on va reparler un petit peu de la langue, de ce qu'elle est et puis comment on peut l'apprendre, etc. Très content de nouveau vous rencontrer et de vous parler. Oh là là, mais quel dynamisme. N'hésitez pas, chers auditeurs, en podcast, il y a toutes les anciennes émissions. Ou d'ailleurs, c'était comment les noms de vos deux personnages que vous aviez joués? Mathéo et Aline. Mathéo et Aline, je le dis aux éditeurs, vous étiez venus à plusieurs reprises pour présenter des cours de grammaire. Alors, dit comme ça peut paraître austère, mais pas du tout. C'était pour montrer comment le fonctionnement, la mécanique de l'espéranto, et puis vous nous direz pourquoi. J'aime bien quand vous racontez de quelle idée, de quelle philosophie est née l'espéranto. Je trouve ça toujours très très intéressant, bien sûr. Et puis vous nous parlerez de votre association, comment vous rencontrez, etc., les actions à venir et tout. Chers auditeurs, une petite pause musicale, parce que je pense que vous avez compris à notre prise d'antenne qu'on a démarré sur les chapeaux de roue, comme depuis 4 ou 5 mercredis on fait des directs. Ça nous permettra un petit peu de tout bien caler. On remercie le technicien qui lui aussi a démarré sur les chapeaux de roue, qui enchaîne les émissions aujourd'hui, notre ami Jean-Luc, que l'on salue. Tout de suite, vous le savez, il y a une thématique dans les pauses musicales ici. Et c'est souvent des pauses musicales qui évoquent comme ça les actions, la générosité, les grands combats, etc., en lien avec toutes les personnes que l'on reçoit ici dans Vie associative. Et tout de suite l'immense Graham Allwright. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Alors là, le très grand Graham Allwright et l'immense, le grand génie
Salvatore Adamo, bien sûr, sans lequel on ne serait rien. Ah, Adamo, voilà, quel bonheur. Moi, je crois que je fais de la radio juste pour venir ici écouter ce jingle. Voilà. Je pense aussi que c'est pour ça que vous mettez la radio, chers auditeurs. Alors, tout de suite, quelques infos avant d'avoir au téléphone Michel Adam, et ensuite on se tournera vers nos amis espérantistes. Comme j'aime à dire, espérantistes, mais pas espérantristes. On dit espérantiste, hein, c'est ça? Ceux qui pratiquent l'espéranto? C'est comme ça qu'on dit? Oui. Non, mais vous me dites si je dis des bêtises. Hein. Oui. Après, on peut toujours. On efface, voilà. Ah non, on est en direct, on peut pas. D'accord, bon ben voilà, espérantiste. À l'origine, un espérantiste, c'est quelqu'un qui ou parle espéranto, ou c'est quelqu'un qui parle espéranto ou qui est favorable à l'espéranto, tout simplement. Ah d'accord. Oui. Aussi qui va dans le sens. Qui approuve de l'idée, qui approuve même l'idée. s'il ne la parle pas forcément. D'accord. Il ne Ouais. parle pas forcément la langue. Non mais d'accord, ok, impeccable, bah, c'est bien. Bah, alors les espérantistes, on va tout de suite se tourner vers vous, mais d'abord quelques infos, une pause musicale, Michel Adam, tout ça. Alors simplement, les infos que je voulais vous donner. Alors j'ai eu tout à l'heure au téléphone, pour vous chers auditeurs, le président, mon ami Philippe, le président du Secours Populaire. Ça fait un petit moment que je l'embête pour passer à la radio, parce que je voudrais qu'il évoque toutes les actions du Secours Populaire de fin d'année dernière, etc., mois de décembre, enfin vous connaissez tous le Secours Populaire, j'aimerais qu'il nous fasse comme ça un petit bilan de leurs actions de fin d'année, le spectacle de Noël et j'en passe. Donc on le recevra ici, il viendra à la radio le 22. Voilà, le 22 février, dans l'émission Vie Associative, le mercredi à 17h, je recevrai donc le Secours Populaire. Et puis, super, il m'a donné la date de la chasse aux œufs du Secours Populaire qui a lieu chaque année au parc Richard Pouille à Vendeuvre. Et puis, que j'ai l'honneur, modestement, au nom de l'association Les Petites Grandes Âmes, d'animer, sculpture sur ballon, etc. Mais bon, il y a aussi un ami qui présente des jeux en bois, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà, il y a du Secours Populaire. Et donc là, ça sera le 8 avril. Ça y est, j'ai la date, c'est dans les tuyaux, c'est lancé. Hein. Les animations se mettent en place pour 2023, vous le voyez. Donc le 8 avril, on sera aux côtés du Secours Populaire pour la chasse aux œufs. Et le 22 février, voilà, ils seront ici en studio pour évoquer toutes les belles actions du Secours Populaire. 22 février à 17h. Ne ratez pas l'émission. De toute façon, je sais que vous ratez aucune émission de la grille de RCN, je le sais très bien. Ensuite, oui, je voulais porter un éclairage sur. J'en dirai peut-être plus en fin d'émission, le temps de tout remettre de l'ordre dans ces petits papiers là. Mais en tout cas, un éclairage très important sur le spectacle qui aura lieu dans 3 jours, samedi 28 à 15h, dans la salle qui se trouve à côté de la basilique du Sacré-Cœur, rue de l'Axou à Nancy, tout près de la place de la Commanderie. Donc à 15h, on va faire un spectacle d'une heure, l'association Les Petites Grandes Âmes et votre serviteur, accompagné d'ailleurs des artistes en herbe de notre association, des différents cours que l'on donne, soit à la MJC Borgard, soit à l'école primaire Stanislas, etc. Donc il y aura plusieurs artistes à mes côtés sur scène. Un spectacle qu'on va faire au nom de l'association, donc bénévolement bien entendu, c'est alors là sauvez-moi, c'est l'association de la paroisse qui est de la basilique du Sacré-Cœur. Alors mes invités, que ça si je me trompe, ils me l'ont pas dit mais je fais exprès. Je crois que c'est la paroisse Charles de Foucault, que je dise pas de bêtises, la diaconie. J'en dirai plus en fin d'émission parce que voilà, ils m'ont donné plein d'informations. En tout cas, à savoir que cette association qui fait appel à nos petits services de spectacle clownesque organise régulièrement tout au long de l'année de belles actions. Voilà, des voyages, des spectacles, des animations, de l'enseignement, des rencontres, des partages. Enfin, c'est vraiment une très très belle association encore. Voilà, on fait des rencontres, hein, grâce d'ailleurs souvent à l'émission de RCN. Et le 28 à 15h, il y aura le spectacle de 15 à 16h, mais ensuite de 16h à 17h, ils vont organiser une sorte de goûter solidaire pour qu'on se rencontre, qu'on échange. Et voilà, du coup, on sera nous aussi présents, hein, de 16 à 17 à leur côté pour ce magnifique goûter. Venez nombreux, hein. Et alors ils m'ont bien précisé, alors bien sûr c'est entrée libre, mais n'hésitez pas, hein, à venir, si vous venez pour le spectacle ou pour après, pour le goûter solidaire, à ramener des bonbons, un gâteau, des boissons, etc., pour comme ça après que ce soit quelque chose de très très festif, de chaleureux et de très solidaire. En tout cas, merci à eux d'avoir fait appel à nos services, à notre petit spectacle, on va dire, c'est plus joliment dit, et venez nombreux. Donc 15h, je répète, 15h, samedi 28 janvier, c'est rue de l'Axou, dans la petite salle qui est juste à côté donc de la basilique qui est tout contre, hein, la basilique du Sacré-Cœur, cette belle et magnifique basilique. Voilà, et j'espère bien qu'on les recevra très bientôt dans les studios. Mais bon, vous savez, des fois on est un petit peu timide comme ça pour passer à la radio, donc je leur dis, parce que je sais qu'ils écoutent l'émission,
On espère bien vous avoir dans les studios. On fermera la clé, comme ça vous pourrez plus repartir. Regardez les espérantistes, ils sont venus une fois comme ça en se disant oh, j'ose pas filmer, j'ose pas parler. Puis maintenant ils reviennent toutes les semaines. Hein. Voilà, ils ont les clés du studio, ça y est. Non mais voilà, j'espère qu'on pourra évoquer cette belle association parce qu'il y a plein d'actions. Et d'ailleurs, on devait recevoir aujourd'hui Marie-Ange, vous savez, la bénévole de notre association, et pas que parce qu'elle est de tous les combats associatifs. Voilà, Marie-Ange qui est partout. Alors elle devait être là aujourd'hui, puis elle est partie en rando, mais bon, elle mérite bien un peu de souffler quand même. Je sais pas si elle souffle d'ailleurs en rando, mais en train de se faire des crampes. En tout cas, elle sera le 28, bien sûr, aux côtés de l'association Les Petites Grandes Âmes, comme à chaque fois, en train de porter le matériel, d'organiser la scène, etc. Mais pourquoi je voulais absolument qu'elle soit là aujourd'hui, mais c'est pas grave, elle viendra la semaine prochaine dans Vie Associative. C'est parce que justement, elle avait été à l'une des sorties organisées par cette paroisse, par la diaconie, et du coup, elle viendra nous en parler. Hein, comme ça, on aura vraiment quelqu'un qui a déjà été aux côtés de cette belle association. Voilà. Chers auditeurs, voilà pour les informations. N'hésitez pas à rejoindre l'association Les Petites Grandes Âmes tous les lundis à la MJC Borga pour des cours de cirque ou simplement pour nous rencontrer et puis essayer comme ça d'apporter votre petite pierre à notre édifice ou faire appel à nos services si vous êtes une association, si vous avez besoin d'animation, spectacle, etc. Tout de suite, parce que je vois que les minutes défilent, on va lancer une pause musicale qui va permettre à notre technicien génialissime d'appeler Michel Adam, coordinateur à FM 54, et juste après la pause musicale, un petit bilan du Téléthon 2022. Et ensuite, les espérantistes. Attention, le très grand, Renaud qui repart sur scène, vous avez entendu, hein, il est reparti sur scène, ça y est, leur phénix est là, il est reparti, et tout de suite, c'est quand qu'on va où? Associatif sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Émission co-animée avec Salvatore Adamo, bien sûr, vous le savez. Je crois, chers auditeurs, c'est la magie de la radio. Nous sommes en direct là avec mon ami Michel Adam, le coordinateur à FM 54, comme on l'avait annoncé tout à l'heure. On va voir s'il est là, c'est la magie. 1, 2, 3. Ça va, Michel ? 1, 2, 3, bonjour Chamallow. Moi je suis toujours épaté parce que de ce que fait le technicien là, qui me dit ok, c'est ok, je dis bonjour, il y a quelqu'un là dans le casque, c'est vraiment magique la radio. Hein. Ça va Michel ? J'entends plus là. Ah t'entends plus, mince, je suis en train de dire aux auditeurs que c'est magique, que le technicien est trop fort et t'entends plus. Mince. Ah bah oui, bah voilà. Et là ça va mieux ? Oui. Ouais, super, ouais, c'est la magie de la radio quoi. Tout va bien ? Alors le Téléthon 2022 Le Téléthon 2022, ça va bien, oui. On est en train de remonter les fonds. Et comme je te l'ai dit en off, oui. ça s'est passé relativement bien. Bon, on ne peut pas donner de chiffres encore d'abord parce qu'on ne les a pas. On ne les a pas complètement. Ça a bien marché. Les gens ont été très solidaires. Il y a eu beaucoup de monde sur les manifestations. Mais bon, le contexte économique n'étant pas au top, on va dire que l'augmentation n'est pas proportionnelle au nombre d'augmentations de participants. Mais on est très content. Ouais, c'est vrai que j'ai senti aussi cette année une sorte de dynamique. Alors après, ça se verra ou pas, comme tu le dis toi-même, par rapport au contexte, ça se verra peut-être ou pas dans les chiffres. Mais en tout cas, il y a toujours une réception positive de la part du public. Voilà, absolument. Les gens étaient très contents de se retrouver, les gens étaient très contents de sortir, les organisateurs très contents de réorganiser. En plus, cette année, on a mis l'accent sur la jeunesse dans le département. Et on a eu de nouvelles animations de conseils municipaux de jeunes dans les écoles, des clubs d'ados, comme à les Saint-Christophe par exemple, dans des écoles primaires comme à Roué. On a plein de nouvelles manifestations. On a le périscolaire à Longuillon. Voilà, la jeunesse est complètement investie dans le Téléthon et ça, c'est super. Ouais, c'est chouette. Avec les courses là, dont tu m'avais parlé, les courses dans les écoles. Absolument. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Absolument, ça c'est bien. C'est très facile à organiser. Il suffit que les enseignants se penchent sur la question. Ça prend très peu de temps. Et puis il y a une ambiance extraordinaire. Je peux te dire que c'est quelque chose. Non, c'est chouette. Il faut qu'on arrête les enfants parce qu'ils veulent toujours courir. Ils veulent pas s'arrêter. Ils disent c'est pour les enfants. On court, encore un tour, maîtresse. Mais à chaque fois, on est obligé de les arrêter. Non, mais c'est bien de les sensibiliser, parce que j'avais vu ça aussi dans les courses pour Action contre la faim, et là pour le Téléthon aussi. En fait, ils sont très très ouverts à la solidarité, aux actions pour les autres.
Donc, je pense que ça fait partie aussi de l'école. On vient d'écouter une chanson qui disait si l'école permet pas ça, etc. Mais je pense que les actions du Téléthon dans les écoles, finalement, ça rentre totalement dans le cadre de l'apprentissage au sens large que doit offrir l'école à la jeunesse, quoi. Absolument, ça ouvre les jeunes à la solidarité. En plus, ça les sensibilise au niveau de la santé, etc. Et en plus, soit dit en passant, cette fameuse course du muscle, elle est agréée par l'éducation nationale, donc elle peut entrer dans le cadre du cross obligatoire du premier trimestre. Ah oui, en plus, d'accord, j'ignorais. D'accord. Oui, donc elle est vraiment, elle rentre totalement dans le cadre scolaire à part entière. Absolument, à part entière. On va les multiplier, parce que moi j'ai gardé le fascicule, parce que là, cette année, j'y tiens. Voilà. Je vais tout faire pour que dans l'école de la princesse, là, on puisse le mettre en place. Et donc voilà, donc t'as une vision positive du Téléthon 2022 et ça donne, je pense, de la motivation pour repartir pour le prochain, c'est ça ? Absolument. Là, je suis au bureau, je suis en train de préparer le prochain. Donc, je suis en train de préparer des journées spéciales dans différents endroits du département. On est reparti. Ah oui, il n'y a pas trop de pauses finalement. Quand on est coordinateur, il n'y a pas tellement de pauses que ça. Non, pas vraiment, non. On peut pas s'adresser aux organisateurs 3 jours avant le Téléthon, donc voilà. Ouais, c'est vrai. C'est un peu compliqué, et puis il faut garder la motivation, puis voilà, il faut avancer. Il faut toujours avancer comme nos chercheurs, eux, ils avancent. Il faut que nous, on avance en même temps qu'eux, voire plus qu'eux, pour qu'ils puissent chercher plus encore. Mais c'est beau parce que là, je t'imagine à la coordination, là, que je connais bien. On en va en dire quelques mots. Là, tout de suite, on va lancer peut-être un appel. Je crois que tu voulais lancer aussi un appel, mais je t'imagine dans la coordination et pour moi, ça fait comme une sorte de phare comme ça. C'est chouette. Ouais, c'est beau, quoi, de savoir déjà sur le terrain, alors que ça a dû être très éprouvant, ça, novembre, décembre. Mais je crois que tu voulais lancer un appel justement parce que peut-être pour des équipiers ou des bénévoles. Voilà, de toute façon, on recherche tout le temps des bénévoles, des équipiers éventuellement pour nous aider à la coordination et bien sûr des nouveaux organisateurs sur le département. Donc il faut qu'ils sachent que c'est pas une usine à gaz comme certains le disent. C'est effectivement encadré. C'est pour éviter tout souci et pour garantir la transparence des opérations. Donc, si les personnes sont intéressées ou pour nous aider à la coordination ou pour organiser une animation, ils peuvent téléphoner ou envoyer un mail. Ah, on peut déjà comme ça, maintenant déjà on peut, si on a des idées d'organisation, on peut déjà t'envoyer un mail. Absolument. Ouais. Plutôt on s'en occupe et mieux c'est, si ce n'est que pour réserver des salles, etc. Donc plutôt les choses sont calées et plus c'est facile après de se rapprocher d'une mairie quand on sait ce dont on a besoin, à quelle date on compte l'organiser, etc. Ouais, puis on peut le dire, je pense que après c'est toi qui diras si tu es d'accord, mais il me semble qu'une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'arrêter parce que je pense à la piscine de Vendeuvre, voilà, qu'on avait un peu lancé à l'époque de Marion, qui t'avait précédé. Je pense à, tu me parlais en off de la MJC Borgard où on a notre siège social. Lundi encore, j'ai échangé avec eux sur le futur Téléthon à venir. On parlait des objets, tout ça du Téléthon qui t'avaient accroché un peu partout. Et déjà, je sens chez ceux qui ont fait une action que je croise, ils sont déjà dans la projection. Donc, c'est vrai, mais par exemple à Beauregard, le directeur vient d'une autre MJC dans laquelle il a organisé le Téléthon, et pour lui, il était inconcevable de ne pas organiser le Téléthon dans sa nouvelle affectation. Ouais, Philippe, je le salue d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et nous, notre record, le record, je crois qu'on a une animation qui en est à son 35e édition. Alors qu'on est à 37 Téléthons. Donc, oui. Ah oui, wow. Ah oui, non, mais quand on y goûte, c'est une addiction, mais positive. Oui, tout à fait, positive comme tu dis. J'espère qu'on t'entendra sur les ondes. Ça me fait bizarre de te parler comme ça parce que en off, c'est moins formel, mais bon, à la radio, c'est toujours un peu, du coup. Moi aussi, mais en plus, en ce moment, j'ai du mal à conduire, donc. Et j'espère que, voilà, j'espère que tout ça va, petit pépin de santé vont s'arranger, vont vite s'estomper, quoi. Il n'y a pas de souci, mais quand on aura fait les comptes, etc.,
on verra, on fera du live. Ouais, on fera du live. Ouais, non, c'est bien. Comme ça, autour d'un café, parce que du coup, merci. Et j'espère, oui, du coup, on évoquera les chiffres que tu auras à ce moment-là. Mais comme je t'ai dit en off, pour reprendre la formule, voilà, ce qui compte surtout, c'est la perception que tu as. Je pense que ça vaut tous les chiffres du monde. Voilà, parce que toi, tu arrives bien, à jauger, à sentir un petit peu voilà. le Non, ce Téléthon. que je peux dire, c'est qu'on a plus de contrats que l'an dernier. On a eu plus de monde aussi que l'an dernier, bien entendu. Et c'est un peu général. Donc voilà, on est très content. Maintenant, il faut affiner les comptes. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, tout ça, on revient. Parce que bon, c'est quand même du travail aussi. Hein. Le Téléthon, c'est à peu près 3 millions de chèques sur la France. Donc il faut les compter, il faut les comptabiliser, il faut voir ceux qui seront refusés, ceux qu'on a oublié de signer, ceux qui sont sans provision, etc. Donc c'est pour ça qu'on ne donne pas de chiffres avant. C'est pas par coquetterie. Oui. C'est pour ne pas dire n'importe quoi, comme d'habitude. Oui, bien sûr. Non, mais oui. Au Téléthon, on ne parle que de choses sérieuses et sérieusement. Oui, mais tu l'avais dit à l'émission, d'ailleurs, cette transparence, cette rigueur, voilà, c'est tout à l'honneur de la FM. Hein. Voilà. Et ben c'est bien, puis c'est bien finalement que tu n'aies pas les chiffres exacts tout de suite, ça t'obligera à revenir. Comme ça, tu n'as pas le choix. Voilà. Et c'est très bien. Merci d'avoir pris ces quelques minutes. Est-ce que tu veux redire quand même juste avant de raccrocher peut-être comment aller à votre rencontre? Donc le mail peut-être. Alors le mail, c'est Téléthon 54. Téléthon TELETHON 54 @AFM _6 téléthon.fr et le téléphone 03 83 56 99 34. Eh ben merci infiniment. Merci beaucoup et puis j'espère à très 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 vite. Hein. Merci. Et on se rappellera en off, bien entendu. Merci et bonne Michel. continuation. Ouais, à bientôt. Merci. Et bonjour à tous les auditeurs. Merci. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. C'est toujours surprenant cet exercice radiophonique, hein. J'échange avec vous, chers auditeurs, voilà. C'est toujours surprenant, un petit peu comme ça déstabilisant d'avoir voilà, cet aspect formel un petit peu quand on a en ligne ou en plateau des gens que l'on côtoie en dehors et voilà, pour lesquels on a un immense respect, sentiment d'amitié. C'est un grand monsieur que ce Michel Adam, investi dans plein de combats. Il n'arrête jamais parce que voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à rejoindre la coordination, bénévole, équipier, voilà, parce que c'est vrai qu'il abat une masse de travail phénoménal. Hein. Le Téléthon, vous voyez, ça, déjà maintenant, ça se prépare et il court partout. Hein, et il essaye aussi pendant les 30 heures où c'est télévisé, que ce n'est pas que ça le Téléthon, mais pendant ces 30 heures-là, il court beaucoup aussi pour aller voir le maximum d'organisateurs, maximum de manifestations, pour honorer de sa présence le maximum comme ça d'actions. Et c'est vrai que moi qui les connais bien, je peux vous dire qu'il n'arrête pas. Et voilà, vraiment, je me souviendrai toujours de... Voilà, il a fait partie de ceux qui sont descendus jusqu'au Ventoux pour venir me soutenir dans un fameux montée à monocycle du Ventoux, le tout premier, la toute première montée pour le Téléthon. Et vraiment, c'est chouette, c'est comme ça. Ou alors très tôt, devant la coordination, à 2 ou 3 heures du matin, lorsqu'on avait fait un défi du Nancy-Bar-le-Duc à monocycle, il était là. Enfin, voilà, c'est vraiment un grand monsieur. J'embrasse beaucoup, très fort, et puis j'espère qu'on le recevra dans les studios très vite. Bravo à lui, Michel Adam, coordinateur AFM Téléthon. Et ben, vous savez quoi, pour faire la transition, cher espérantiste, j'ai failli me tromper. Hein. Et ben, non, faut pas se tromper quand même, surtout quand on est en direct. Mais on peut faire une transition facile. Je vais faire un truc qui va vous déstabiliser, chère Liliane. Ouais, merci. J'écoute. Merci infiniment. Parce que je dis aux auditeurs, elle a un grand cœur, cette espérantiste. Oui, parce que pour le Téléthon qu'on avait organisé, on a fait notre remontée des fonds et l'association des Petites Grandes Âmes a vraiment participé à la remontée des fonds parce qu'on a vidé tous les comptes des Petites Grandes Âmes parce que c'est notre plus belle action de l'année. Pour nous, c'est le Téléthon. Hein. Quand on arrive un petit peu comme ça à avoir des dons à droite, à gauche, etc., on met de côté, puis en fin d'année, paf, c'est pour le Téléthon. C'est quand même un de nos grands fils rouges, quoi. Et puis, bah voilà, je peux le dire,
hasard, comme ça, merci beaucoup, parce que après notre remontée des fonds, Liliane, ici présente, m'a appelé, m'a dit j'aurais bien voulu participer, tout ça. Et ben voilà, elle a apporté sa petite pierre à l'édifice, en faisant un don aux petites grandes âmes, ce qui nous permet un petit peu comme ça de pouvoir, ne serait-ce que pouvoir à la fois justement en lien direct avec le Téléthon, et du coup on pourra aussi racheter des ballons pour samedi, pour l'action du 28 janvier, tout ça, donc merci beaucoup. Voilà, je sais pas comment le dire mieux, mais infiniment, merci. Mi ankao dankasvin. Eh ben d'accord, j'ai failli dire à vos souhaits, mais je crois que c'était pas ça. Merci aussi pour votre action. Non, mais c'est super sympa, puis et je m'en suis rendu compte, c'est souvent comme ça des liens interassociatifs, c'est ça qui fait avancer. Eh ben, maintenant je me tourne vers vous, hein. Ça y est, parce que je vous ai entendu pendant que je parlais avec mon ami Michel Adam, ou pendant la pause musicale, en train d'organiser les papiers, tout ça, qui c'est qui va parler en premier, comment on enchaîne, tout. Je sens le trac monter, tout de suite on va... Qu'est-ce que vous en pensez, que vous l'aviez déjà fait, mais il y a un petit moment, donc peut-être de reposer les bases. Qu'est-ce que l'espéranto? Quelle était la volonté de celui qui a eu cette idée géniale de nous unir par la linguistique, quoi. Dites-nous tout. Oui, alors il faudrait déjà remonter un petit peu dans le temps, hein. Il faut remonter au 19e siècle, ce qui nous rajeunit pas. Ce qui nous rajeunit pas, non. C'est une époque où il n'y a pas dans le monde de langue dominante, et par contre c'est une époque où on a besoin de communiquer au-delà des frontières. Donc il y a eu plusieurs projets de langue internationale qui ont été proposés, hein. On pense au Volapük par exemple, et puis Interlingua, enfin un certain nombre de langues, certaines qui n'ont jamais dépassé le bureau de celui qui l'a inventé, mais c'est pas un projet unique, hein, l'espéranto, il y en a eu d'autres. Il y a eu des tentatives avant de langue. Oui, il y avait une langue qui s'appelait Sol-Ré-Sol, par exemple, qui était sur une base musicale. Enfin, il y a eu beaucoup de projets, hein. Maintenant, là, on parle de la langue du docteur Zamenhof, du docteur Espéranto, du docteur qui espère, hein, et donc la langue Espéranto, finalement. Il faut se replonger en Europe de l'Est de l'époque, en fin du 19e, dans la ville de Białystok, qui est à l'extrême est de la Pologne d'aujourd'hui, mais qui à l'époque était dans l'Empire russe. Dans cette ville, il y avait plusieurs nationalités différentes, hein, des Allemands, des Russes, des Polonais, des familles juives, des Lituaniens, enfin beaucoup de gens qui avaient chacun leur langue et souvent chacun leur religion, et puis même leur écriture différente. Or, le petit Ludovico Zamenhof en espéranto, s'était rendu compte, lui, qui était capable de parler toutes les langues, que souvent il naissait des conflits entre les diverses nationalités de cette ville, parce qu'on ne se comprenait pas, tout simplement. C'était mal compris. D'où son idée, c'était, quand il sera grand, c'était de créer une langue internationale qui puisse permettre aux gens au moins de se comprendre. Alors, il ne faut pas être naïf, ça ne suffit pas non plus de se comprendre pour ne supprimer tous les conflits, mais au moins ça peut aider. Donc c'est ce qu'il a fait, en fait, quand il a eu une vingtaine d'années. Il a fait un projet de langue, donc par idéalisme, on va dire. Mais comme il a toujours un côté pratique, il s'est rendu compte que la langue, il ne fallait pas qu'elle ait un vocabulaire trop compliqué, une grammaire trop compliquée. Donc s'il voulait que cette langue soit comprise par tous, il fallait qu'elle ait une grammaire à la fois simple mais très logique. Et que pour la formation des mots également, on limite au maximum le nombre de termes à apprendre, et ça, il le fait en créant toute une gamme de préfixes et de suffixes qui permettent, à partir d'une racine, de pouvoir former tous les mots de la même famille. Et ça, quelle que soit la racine, en utilisant des préfixes ou des suffixes qui ont toujours la même signification. Bon, par exemple, parolo, une parole, mi parolas, parola, c'est l'adjectif oral, parole, c'est avec la terminaison et c'est l'adverbe, paroli, c'est le verbe à l'infinitif. Et pour la conjugaison, une conjugaison très simple, c'est seulement la terminaison qui va indiquer le temps, et le pronom personnel indiquera la personne. Donc c'est un exemple de simplicité, en sachant aussi qu'on peut faire toute une famille de mots par des suffixes. Par exemple, avec le suffixe in, on va faire
la femelle pour un animal, bovo, un bœuf, bovino, la vache. Le petit, avec le suffixe id, on va faire le petit par l'âge, donc bovido, le veau, chevalido, ce sera le poulain, porquido, ce sera le porcelet. Avec le suffixe ei, ce sera le lieu, porqueio, ce sera la porcherie, chevaleio, ce sera l'écurie, etc. Donc là, je vais pas aller trop loin parce qu'on n'aura pas le temps d'expliquer tout. Mais il a cette idée-là et en 1887, il arrive à éditer une brochure qui fait diffuser à travers toute l'Europe par certains canaux. Et cette brochure, elle va éveiller l'attention de beaucoup d'Européens. Parce que ce problème des langues dans sa petite ville de Białystok, il se pose aussi en Pologne, et il se pose au niveau européen, puisque c'est l'époque aussi des nationalismes, c'est l'époque des rivalités, et c'est une époque où on a besoin de communiquer, mais on n'a pas vraiment la solution simple pour ça. Donc l'espéranto va se populariser dès le début, ça va éveiller beaucoup d'intérêt, notamment en France. Le nombre de personnes qui l'apprennent va croître très rapidement, malheureusement jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui va couper l'élan de la langue. Ça reprendra entre les deux guerres, et puis là, la Deuxième Guerre mondiale sera encore plus terrible que la première, puisque là, l'espéranto ne va pas fonctionner pendant des années du tout. Ça a repris avec un petit peu moins de vigueur après-guerre, mais ça existe toujours, et c'est une langue qu'on parle, qu'on est capable de parler dans presque tous les pays du monde. Alors évidemment, pas tout le monde, mais on trouve des espérantistes dans le monde entier. Voilà, c'est ça que j'allais vous demander, parce que moi je suis toujours, depuis que je vous connais, surpris. Je trouve ça génial, la philosophie, l'idée. De même que j'ai pensé encore hier en pensant à l'espéranto, je me dis ce qui est aussi important, c'est la langue, une langue commune, même si on a des langues différentes qu'il faut bien sûr conserver, parce que voilà, c'est culturel, mais une langue qui permet de nous unir, parce que quand il n'y a pas de communication, de communicabilité, forcément, les conflits peuvent venir de là, parce qu'il y a non-connaissance de l'autre. Mais je pensais aussi à tout ce qui est... parfois, ce qui fait que l'autre reste l'autre, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes champs référentiels. Donc je me disais, c'est quand même super tous ces échanges qu'il y a, comment en espagnol on dit intercambio, je sais pas comment on dit en français, c'est les échanges entre écoles, quoi, quand les jumelages ou tout simplement des voyages. Et je me disais, ce qui fait que les enfants, quand ils vont échanger en allemand, en espagnol, en anglais avec leurs amis d'école. Je trouve pas le mot pour dire leurs camarades d'une autre école. Par exemple, ma fille, elle avait été en Allemagne, puis leurs homologues sont venus, les enfants de CE2 sont venus, je sais plus comment on dit là, l'autre dans l'échange, quoi. Et je me dis, voilà, ce qui fait aussi notre difficulté à échanger, c'est à la fois la langue, mais c'est aussi, une fois qu'on a la langue, c'est peut-être des références communes, des champs référentiels, c'est-à-dire, voilà, on comprend, on évoque les mêmes choses, et d'où l'importance, je pense, d'aller visiter, d'aller échanger, de s'ouvrir pour que finalement, on se rende compte qu'en vérité, ça va être un peu idéaliste ce que je vais dire, mais qu'on est un seul et même grand peuple, parce que finalement, on a des références communes, des concepts en commun, et que finalement, je pense toujours en vous écoutant au vieux rêve de Victor Hugo. Vous savez que je ne fais jamais d'émission sans citer Victor Hugo, mais Victor Hugo qui avait planté le chêne des États-Unis d'Europe dans son jardin à Jersey, et qui voyait ça, le monde, comme une sorte de grand peuple, avec des singularités certes, et du coup en vous écoutant je me dis voilà, c'est quelle belle idée. Il ne peut plus y avoir de conflit entre des personnes qui ont des références communes et d'une langue commune, et si on accroît la communication finalement. Donc c'est beau, mais du coup à chaque fois je m'interroge, je me dis pourquoi dans les écoles n'y a-t-il pas parce que finalement c'est une mécanique et qui peut avoir un aspect pédagogique très important, même si après on poursuit pas ou on rencontre pas d'autres espérantistes. L'apprentissage finalement c'est une mécanique qui fait jouer avec notre propre langue. Ça fait revoir les suffixes, les préfixes, etc. Donc et puis on dit toujours que pour apprendre une langue étrangère, en connaître une autre et en apprendre une autre, ça va faciliter l'apprentissage d'une deuxième puis d'une troisième, parce que voilà, il y a un processus de jouer avec sa propre langue, etc. Alors je me demande toujours pourquoi pas l'apprentissage dans les écoles, pourquoi il n'y a pas des modules d'espéranto. Première question, peut-être vous le savez un peu pourquoi, ou peut-être il y en a et j'en sais rien, ou peut-être c'est une question piège, tant mieux, on est en direct. Et deuxièmement, oui, vous disiez, Jean-Luc, on peut en croiser quand on voyage, etc. Est-ce qu'il y a un moyen, par exemple demain je vais
en Espagne, en Allemagne, ou que sais-je, il y a un moyen de savoir si je peux croiser des espérantistes, etc. Des bases de données d'espérantistes. Oui, bah, tout à fait. Ça, c'était un peu le problème pour les espérantistes, c'est que bon, ils sont pas reconnaissables dans la rue comme ça. Bon, on avait eu l'idée de porter une certaine insigne. Donc le symbole de l'espéranto, c'était une étoile à 5 branches pour les 5 continents, de couleur verte pour l'espérance. Donc ça se faisait, mais enfin ça c'est pas très pratique. Par contre, tout simplement, bon, on a par exemple là je vous montre le Jaar Libro, qui est la liste des délégués d'associations internationales à travers le monde, et donc c'est un moyen, c'était un moyen papier jusque pendant longtemps par lequel on pouvait facilement contacter un espérantiste dans un pays étranger. D'accord. Ah oui, maintenant, avec Internet, c'est encore plus facile puisque ça peut se trouver sur Internet, et c'est vrai qu'Internet permet énormément d'échanges, puisque on peut facilement trouver des textes des associations d'espéranto rien qu'en cherchant sur un module de recherche, de toute façon. Alors c'est vrai que vous parliez des jumelages. C'est vrai que j'entendais il y a peu de temps une personne qui parlait d'un jumelage franco-allemand, et c'est vrai que ça permet les jumelages permettent de connaître un peu mieux des gens comme nous, disons, à l'étranger. Ça amène des liens, ça permet de voir ce qui se passe dans certains pays. Souvent, on va voir que souvent les gens sont les mêmes, mais en même temps, on peut découvrir des petites choses qu'on fait dans le pays du voisin, et c'est bien utile. Et c'est vrai que l'espéranto, on peut le faire évidemment en français, en allemand, en italien, en espagnol. Il n'y a pas de... L'espéranto, ça permet de le faire aussi avec, de la même manière, mais avec des gens de pays très différents. Voire réunir des gens de plusieurs nationalités. Mais c'est important sur un pied d'égalité dans ce cas. L'espéranto, si on utilise l'espéranto entre des Allemands, des Polonais, des Français, des Italiens comme langue commune, c'est pas la langue d'une seule nationalité. Donc tout le monde est sur un pied d'égalité. Et la simplicité de la langue fait qu'on peut échanger très facilement. Pour les écoles, alors ça c'est l'éternel problème. C'est sûr que les espérantistes seraient très 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 heureux si l'espéranto pouvait être enseigné dans les écoles. Ça fait 130 ans que je pense que la demande est faite, mais ça fait à peu près autant que c'est balayé, disons, et c'est toujours rejeté alors parfois sous des prétextes qui sont que la langue n'a pas de culture, ou elle n'est pas rattachée à un pays, donc on ne peut pas l'enseigner. Mais je peux comprendre, je ne cautionne pas, mais je peux comprendre si on l'intègre, vous savez, comme on dit LV1, LV2, LV3, comme un apprentissage. Parce que quand on apprend une langue vivante au collège et au lycée, on nous enseigne aussi, effectivement, tout ce qui va être de l'ordre, de la culture, d'un pays, etc. etc. Et c'est pas que la langue. Mais je pensais peut-être en tant que module d'activité complémentaire, vous savez, comme certains vont faire ou de la musique, ou que sais-je, du théâtre. Ça c'est autorisé, on peut faire, on appelait ça des clubs socioculturels, je crois, à une époque, des activités socioculturelles. Je ne sais pas si c'est toujours le terme aujourd'hui, parce que... Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une ouverture. C'est autorisé, c'est possible. Et le côté, ce qu'on appelle la propédeutique, c'est-à-dire le fait, en apprenant une première langue, d'apprendre plus facilement une autre, c'est sûr que l'espéranto aiderait beaucoup. Moi qui, par exemple, ai pris l'allemand comme première langue, pour mieux comprendre l'accusatif, quelque chose qui me paraissait assez compliqué en allemand, je le comprends maintenant beaucoup mieux en ayant appris l'espéranto entre-temps. Donc c'est sûr que ça pourrait faciliter. Donc là, ce serait vraiment un moyen, une aide pour autre chose, et pas seulement un but en soi. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il y a à la fois le but en soi, bien entendu, mais je trouve que c'est un tel jeu avec notre propre langue, avec la mécanique de notre propre langue, qu'il y a un aspect ludique, mais il y a un aspect aussi de maîtrise, je pense aux préfixes, etc. Oui, tout à fait. Ça me rappelle les déclinaisons. Alors une petite anecdote qui me revient, j'ai parlé un jour avec un Allemand qui avait fait un manuel pour apprendre l'espéranto, mais destiné aux Allemands. Et il racontait qu'il faisait des cours d'espéranto, mais quand il annonçait un simple cours d'espéranto, les gens ne voulaient pas venir parce qu'ils préféraient apprendre l'anglais, disons.
Et il avait trouvé un moyen, c'était de dire, écoutez, c'était un prof d'anglais d'ailleurs, il disait, je peux faire un club pour apprendre vous pouvez venir à des cours d'anglais, mais je vous demande avant de faire quelques cours d'espéranto pour apprendre plus facilement l'anglais. Alors là, ça passait très bien. Et puis en fait, les gens qui apprenaient l'espéranto, après, trouvaient que c'était plus facile que l'anglais, donc ils continuaient à apprendre l'espéranto Oui. dans ces activités-là. Voilà. Vous savez quoi, Jean-Luc ? Oui. Il y a quand même quelqu'un qui a dit « je veux pas être filmé » et qui est en train de se dire « je vais même réussir à échapper au micro ». Impossible. Non. On va maintenant donner la parole à Liliane, mais qu'est-ce que vous en pensez, Liliane ? À moins que vous aviez quelque chose à dire par rapport à la présentation que vient de faire je voulais juste votre te président. dire qu'on peut apprendre l'espéranto et on peut... Bon, il y a des associations nationales, mais je ne vais pas en parler, on va parler un peu de ce qu'on fait localement, puis notamment à Nancy. Et puis Liliane va nous expliquer ce qu'on fait localement. Ah, c'est bien, vous avez réparti les rôles. Et qu'est-ce que vous en pensez, Liliane ? Parce que là, du coup, les auditeurs entendent tout ça, mais c'est quoi ? Parce que ils l'ont pas. On a entendu quelques mots que vous avez pu dire. Qu'est-ce que vous en pensez quand on écoute votre pause musicale ? Parce que je me dis, les auditeurs comme ça vont se dire, voilà, c'est ça. Ah, d'accord, peut-être. Qui est-ce qui veut lancer la pause musicale ? Vous nous dites ce que c'est ? C'est une chanson initialement de. Alors, initialement, c'est une chanson de Francis Lemarque, mais chantée en espéranto par Nicoline. Par Nicoline, qui est une espérantiste suisse. Vous allez reconnaître, chers auditeurs, l'air, chanson très très connue de Francis Lemarque. Très belle chanson. À tout de suite. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Oh là là. Il faudra nous chanter la prochaine fois, Liliane, Jean-Luc. Ça fait bizarre d'avoir deux Jean-Luc en face de moi là, je suis perdu. Il faudra nous chanter la prochaine fois du Adamo en espéranto. D'accord, promis ? Je l'adore, ah oui, c'est vrai. On en a reparlé hors antenne de ces petites cymbales, c'est des cymbales. Voilà, quand je fais des blagues pas trop douées. On va finir l'émission avec nos espérantistes. On va se tourner vers Liliane. Du coup, deux petites informations parce que je pense qu'il y aura le jingle de fin d'émission qui viendra nous couper la parole en plein milieu de l'espéranto. Donc, deux informations que j'avais failli oublier. Après l'émission, quand j'enlèverai le casque, je partirai. D'ailleurs avec notre directeur d'antenne Thomas, nous irons, et on les remercie de nous avoir invités, à l'Assemblée Générale du Kiwanis. Vous savez qu'on est très proche du Kiwanis, et du coup c'est un de nos fils rouges aussi dans l'émission. Donc merci aux Kiwanis et on les recevra très bientôt pour parler de leurs actions. Kiwanis, on ira à Oudemont, parce que c'est Kiwanis les Mirabelles, je crois, parce qu'il y a plusieurs Kiwanis, vous le savez, le club des Mirabelles il me semble, et en tout cas donc on ira tout à l'heure à l'Assemblée Générale et je vous ferai un petit retour, chers auditeurs, de tout ce qui se sera dit et de nos amis du Kiwanis. Et dans l'émission de la semaine prochaine, je le dis tout vite pour faire un petit teasing, je recevrai l'association Les Rêves de Lucie. Je le dis avec d'autant plus de plaisir que c'est dans 10 minutes que j'enregistre l'émission, donc du coup je suis très très content et que c'est grâce à notre technicien que le lien a été fait avec cette belle association. Donc ne ratez pas l'émission de la semaine prochaine. Tout de suite, Liliane, espéranto. Alors vous vouliez nous dire quelques mots Oui, je vais vous parler un petit peu de ma propre expérience, parce qu'on peut apprendre l'espéranto bien sûr par internet. On pouvait avant par correspondance, mais moi je préférais parler directement. Donc je suis allée à la MJC des Forges, rue de la République à Nancy, où il y a des cours toutes les semaines. tous les mercredis, c'est ça ? Tous les mercredis soirs. Et moi je préfère... Enfin, je suis arrivée là par hasard, parce qu'au départ, je voulais apprendre l'allemand. Et puis, il n'y avait pas de MJC où on apprenait l'allemand, donc j'ai appris l'espéranto. Et ça m'a servi pour voyager, ça m'a servi pour préparer mon voyage le long de la Moselle en vélo. Ça m'a permis aussi, lors de jumelage avec des établissements en Finlande, de rencontrer un espérantiste qui nous a fait visiter sa région. Ah oui, donc là c'est vraiment concret, quoi. Ça a permis des voyages, ça a permis des liens. Donc... Et bon, je ne suis pas spécialement douée pour les langues, mais j'ai appris relativement vite, puisqu'au bout de 3-4 mois, à raison d'1 heure par semaine, j'arrivais à suivre la visite de la cathédrale de Metz en espéranto. Voilà. D'accord. Parce que c'était quelqu'un qui parlait espéranto qui a fait la présentation, c'est ça ? Oui, c'est une guide espérantiste qui a fait la visite de la cathédrale de Metz.
D'accord, parce que j'ai pas embêté votre cher président tout à l'heure quand il disait parler dans le monde entier, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, s'il y a un petit état des lieux, il sait quand même parler dans tous les pays. Il y a, je ne vais pas vous embêter avec les chiffres, comme tout à l'heure avec le Téléthon, mais il y a quand même, on peut dire que ça se poursuit, l'apprentissage de l'espéranto. Il y a quelques millions de locuteurs. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est bien de le dire, parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui ignoraient pas l'existence de l'espéranto, mais au moins que ça se développe encore. D'accord. Non, mais c'est bien. Oui, depuis longtemps, ça se parle sur un peu tous les continents. Dès le oui, début, en Asie, au Japon, en Chine, en Corée, il y a des espérantistes. En Amérique, dans tous les pays, on a. En Europe, on avait participé au Mai de l'Europe il y a quelques années. On avait essayé de trouver des échanges des espérantistes dans tous les pays d'Europe. Et en fait, il y a le seul pays où on n'en a pas trouvé, c'est à Chypre. Autrement, on en a trouvé partout, y compris à Malte. D'accord. Ouais. D'accord, super. Et donc, Liliane, je vous ai interrompu dans votre expérience à la cathédrale de Metz. De Metz, oui, bon. C'est bien. Maintenant, quand je voyage, eh bien, je commence par aller sur Internet, parce que moi, je n'ai pas le Yarlibro, mais je vais chercher les espérantistes dans les pays où je veux aller, et je les contacte. D'accord. Bon, alors, je leur me propose l'hébergement ou pas, les visites ou pas, mais la rencontre. Et c'est pour moi le plus important. Et est-ce que, question bête, mais quand vous les contactez, donc je me rends compte déjà que l'espéranto, ça amène comme ça cette envie de voyage. Il y a cette notion de voyage dans l'espéranto, parce qu'apparemment vous êtes une grande voyageuse. J'étais. On reste à vie, une grande voyageuse. D'accord, mais du coup, est-ce que quand vous rencontrez un espagnol, un allemand qui parle l'espéranto, est-ce que... Alors forcément, ma question est bête, parce que l'espéranto, c'est justement fait pour avoir une mécanique commune. Mais est-ce qu'il y a quand même un petit temps d'adaptation ? Est-ce qu'il y a des différences quand même, un espagnol qui parlerait l'espéranto, un allemand qui parle l'espéranto et vous ? Est-ce que du coup, je sais bien que normalement c'est une base commune, mais est-ce qu'il y a quand même du coup des petites spécificités dans l'apprentissage liées à la langue qui a été un petit peu triturée pour aboutir à l'espéranto ? Ou pas du tout ? Normalement, non, parce que chaque lettre se prononce. D'accord. Et un son égale une lettre, et on prononce tous de la même manière, avec parfois plus ou moins d'accent quand même. Un Marseillais ne parlera pas comme un Lorrain. D'accord, oui. Oh, c'est déjà le jingle. Donnez-moi vite les lieux pour vous rencontrer et vous revenez dans 15 jours. Obligé. Mais donnez-nous sur le petit jingle... Oui, donc tous les mercredis à 19h30, on se réunit à la MJC des Forges, 27 rue de la République à Nancy. Ouais. Et cette année, on essaye aussi de faire des petits stages locaux dans les villes de Nancy, Metz, Thionville, peut-être Luxembourg, pour se voir une fois par mois entre espérantistes de la région. Et cette année, ça fait 4 ans qu'on n'a pas pu le faire à cause du Covid. On refait des stages régionaux. Enfin, on va refaire un stage régional, celui qu'on avait prévu faire à Ars-sur-Meurthe il y a 3 ans, au CLAM d'Ars-sur-Meurthe, où là, ce sera 2 jours et ce sera du 17 au 19 mars. Et là, les débutants peuvent venir, les gens qui sont confirmés, qui veulent progresser peuvent venir, les gens qui sont confirmés viennent. Et on fait un petit spectacle le samedi soir et puis un peu une visite le samedi matin. Et ben c'est super, mais tout ça, on va être obligé de... Parce que oui, sinon, il va nous les couper infos, la parole. C'est dans esperantonancy.fr. Voilà, c'est ça que j'allais vous demander. esperantonancy.fr, mais on le dit tout de suite, comme ça c'est obligé, dans 15 jours, quand j'enregistre dans 15 jours, donc exactement pile dans 2 semaines, vous repasserez pour parler de ça, de ce week-end-là. D'accord. On sera encore assez tôt pour pouvoir l'évoquer, le 18 mars, etc. C'est ça ? Voilà, merci beaucoup chers auditeurs. Donc rendez-vous avec les Espérantos dans 2 semaines. On poursuit ça, c'est bien comme ça permettra de poursuivre, il y aura comme ça un fil. Merci au technicien Jean-Luc. Ratez pas la semaine prochaine non plus, je vais l'enregistrer tout de suite, ça va être une super émission. Merci à tous, Vie Associative, vous retrouverez Réussite Éducative d'ici 3-4 semaines. Merci, à bientôt chers auditeurs. RCN, www.rcn-radio.org